Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien justement, un souverainiste assumé, Pierre-Yves Rougeron, vous êtes aussi essayiste et président du Cercle Aristote. Bonjour. Bonjour. Alors, Pierre-Yves Rougeron, vous êtes président du Cercle Aristote, vous publiez aussi vous êtes éditeur, et chez Jean-Cyril Godefroy notamment. Vous avez publié plusieurs livres, vous-même aussi, on avait écrit, on a reçu plusieurs de vos écrivains. Je voudrais savoir d'abord, comme ça, rapidement, ce que vous a inspiré, les résultats, et en prenant un peu de distance, justement, il ne s'agit pas d'analyser, je ne veux pas vous prendre pour le sondeur, ou le statisticien, ou le commentateur politique, mais avec un peu de recul, quelques heures quand même, qu'est-ce que vous avez ressenti ? À titre personnel, une absence de surprise. C'est-à-dire que nous sommes face à un système politique, Jérôme Fourquet l'a très bien dit, qui est en décomposition. Et un système en décomposition n'est plus un système fort, c'est un système lourd. C'est pas tout à fait la même chose. Or aujourd'hui, ce qui caractérise notre système politique, c'est sa lourdeur. D'ailleurs, il a usé de toute sa lourdeur dans l'entre-deux tours. On a eu le droit à tout. Et bien, nous avons pesé la lourdeur du système. Ça pèse 58% des exprimés, 38% des inscrits, avec une abstention de 17 millions de gens. Voilà ce que pèse le système aujourd'hui. Et quand vous dites la lourdeur, ça signifie quoi exactement, cette lourdeur ? La lourdeur dans les deux sens du terme. Rappelez-vous les phrases de Céline. Le problème, c'est qu'ils sont lourds. Eh bien, toutes les cours journalistiques, toutes les cours rebellocrates et autres en sont allés de leur petit champ pendant l'entre-deux tours, et c'est ça la lourdeur. C'est à la fois un poids, comme un poids sur l'estomac, et en même temps, comme disait Maître Vergès, ces psalmodies de gens qui feignent une émotion qu'ils ne ressentent pas, avec des trémolos dans la voix, et qui fatiguent, et qui à la fin essayent d'avoir une partie de l'électorat à la fatigue, c'est-à-dire oui, ça y est, je mets le bon bulletin dans l'urne à une condition, pitié, plus un mot. Voilà, c'est ça la lourdeur. Oui, la lourdeur, mais est-ce que ça ne va pas plus loin, en fait, de cette démocratie, peut-être que l'économiste même, qui n'est pas lourdeur, enfin, en tout cas, c'est un bon journal, quelle démocratie défaillante, c'est-à-dire, vous avez parlé des médias, mais est-ce que la justice, est-ce que ce n'est pas justement l'absence de contre-pouvoir ? On va en parler justement après les informations avec vous, Pierre-Yves Rougeron, parce que essayons de voir où en est cet état-là, parce que c'est vrai que c'est très riche d'enseignements ce qui s'est passé. On en parle tout de suite après les informations. Et vous serez accompagné de Michel Maffezoli, le sociologue que vous connaissez bien sur notre antenne, et puis tous ceux qui nous appellent au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De quoi ces élections sont-elles le nom ? Abstention piège à con, élection piège à con, ou les deux ? On en parle aujourd'hui avec Michel Maffezoli, sociologue et auteur de L'ère des soulèvements et de combien d'autres livres sur les clans. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour, bonjour. Et avec Pierre-Yves Rougeron, essayiste, éditeur et président du Cercle Aristote. Alors on a commencé à en parler avec Pierre-Yves Rougeron, et on a commencé, alors Pierre-Yves Rougeron, vous disiez que ce système était lourd, et si on regarde, enfin encore une fois, on va vous demander à vous deux, et évidemment à vous Michel Maffezoli, d'analyser avec le recul que vous avez, le recul de l'universitaire, du sociologue et de l'interprète des mouvements, de ce qui se passe. Juste, vous disiez quelque chose, Pierre-Yves Rougeron, avant les informations. Au fond, ce qui s'est dégagé de cela, c'est quoi ? C'est une fixette ? Est-ce qu'au fond, c'était une réédition de ce qui s'est passé en 2017, ou bien c'était autre chose ? Alors, il y a une part d'approfondissement de ce qui s'est passé en 2017. Ça se voit très clairement sur les cartes. C'est-à-dire que les zones périurbaines et rurales qui s'opposent, parce que c'est elles qui payent la note, à une partie de la marche du pays, qu'elles estiment une marche vers l'abîme, se sont affermies, c'est-à-dire là, Marine Le Pen a amplifié
les scores qu'elle avait, et Emmanuel Macron a amplifié son emprise sur des classes sociales et des classes d'âge urbaines, médias dépendantes, qui sont aujourd'hui, disons, le cœur du pouvoir et qui ont été rejoints par une partie non négligeable des hommes de Jean-Luc Mélenchon, décomplexés par le discours qu'il a donné sur son éventuelle accession au poste de Premier ministre très virtuel. Ah, vous pensez que cette gauche mélenchoniste a été décomplexée en disant par le discours totalement. Par le discours totalement, c'est-à-dire que elle était beaucoup plus abstentionniste avant qu'il monte cette opération de communication qui n'est qu'une opération de communication. C'est-à-dire qu'en réalité, il a fait sortir le castor qui était en eux. Il les a fait accoucher, comme Socrate, du castor qui était en eux. Et à vrai dire, la belle illusion de nous votons pour lui mais contre lui en même temps se dissipera aux législatives. Michel Maffezoli, votre sentiment sur ce qui s'est passé, et pas seulement hier, mais le débat de l'entre-deux tours, que j'imagine vous avez en tout cas en partie suivi, et le premier tour, enfin tout ce qui s'est passé, cette séquence depuis 2 semaines, 3 semaines. Oh ben, bien sûr, je suis. Je ne sais pas si je suis un vrai sociologue, cher ami, mais vous êtes un philosophe d'abord. J'en sais rien, non. Je suis rien du tout. Moi, je suis un renifleur social. Voilà, c'est pas mal. Un bel avion en tout cas. Et je renifle. Voilà. Et depuis quelques jours, là, je suis dans mon petit village natal, et en effet, qui était un village, c'est dans les Cévennes, c'est un village de mineurs, donc c'était un village de cocos, de socialistes, voilà, etc. Oui. Et ils ont voté quoi, pardon, c'est intéressant, Michel Maffezoli. Votre village a voté quoi? J'ai demandé à mes amis qui sont des ouvriers, des retraités, etc., qui avaient voté Mélenchon et qui votaient hier Marine Le Pen. Voilà, pour dire les choses un peu simplement. Non, mais moi, ce qui me paraît être en jeu, moi, je le regarde avec beaucoup de sourire. Vous savez, on a une idée obsédante dans sa vie. Moi, mon idée obsédante, c'est la fin de l'idéal démocratique. On a assisté dans le premier tour. Hier, ça a été faramineux, cette espèce de théâtralisation amusante, je ne sais plus, au Champ de Mars, etc. C'était la caricature, en quelque sorte, de la théâtrocratie, si je parle comme Platon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand Platon parle de la théâtrocratie, il dit c'est quand il y a dégénérescence de la démocratie. Ces démocrates ne sont pas démophiles. Il suffit de s'en rendre compte 2 minutes. Et donc, encore une fois, moi, c'est la fin d'une époque, c'est tout. Mais quand vous dites que c'est la fin de l'idéal démocratique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'était quoi l'idéal démocratique dont on sonnerait le requiem aujourd'hui? Écoutez, l'idéal démocratique a été parfaitement défini par cette grande dame de la pensée qui est Hannah Arendt. J'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. C'est tout, représentation philosophique, c'est-à-dire un ensemble d'idées, c'est la raison qui prédomine, je sollicite votre cerveau, le logos, et puis du coup, vous me donnez votre voix. Là, c'est pas le cas. Là, c'est plus le cas. C'est le pathos, c'est le ventre qui est sollicité, c'est une hystérie électoraliste. J'ai proposé des expressions pour l'hystérie, hystérus, le ventre qui est sollicité, et pas simplement le cerveau. Et pour moi, d'une manière amusante, je le regrette, parce que c'est la fin d'un monde qui est là, mais c'est manifestement la fin de l'époque moderne. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il y a quelque chose d'autre qui est en gestation. Ce que dit Pierre-Yves Rougeron, c'est juste, c'est-à-dire, moi je le dirais avec d'autres mots, mais oui, en effet, c'est les bobos citadins, et puis d'un autre côté, j'ose pas dire, le mot ruralité, c'est marginalité. Non, tous ces petits villages, tout ce qui est la France, fondamentalement. Et je vois dans ma région, c'était 60 pour Marine Le Pen, 40 pour Macron. L'autre, là, oui, Macron, etc. Voilà. Mais il y a eu une fragmentation beaucoup plus intéressante. Oui. Les vieux contre les jeunes. Les vieux. Et on dit maintenant les anciens, je sais pas qu'est-ce qu'on dit dans le langage correct. On dit... Laissons de côté le langage correct. On n'a pas besoin. Moi, je suis un vieux mec, donc j'ai pas peur d'être ce que je suis. Et donc, dans le fond, c'est intéressant de voir que le vote Macron, c'est un vote de vieux.
Et que, il y a des jeunes qui ont voté Macron aussi, Michel Maffezoli. On les a montrés hier en spectacle. Concreto modo, c'était bien moins évident. Ils ont été mélenchonistes, ils ont été Marine Le Pen, où ils se sont abstenus. Moi, depuis une semaine ou 15 jours, je discute avec ces jeunes qui viennent me voir. Et manifestement, ils ne votaient pas. C'est causé. C'est pas la peine de changer. Alors, c'est cette fragmentation qui est intéressante, c'est-à-dire d'une certaine manière, ce que j'appelle, moi, le peuple de l'ombre. C'est le peuple de l'ombre qui est là et qui va dessiner ce que sera la circulation des élites. C'est-à-dire que, alors vous avez signalé mon livre, l'ère des soulèvements. Oui, après le 3e tour, il y aura un 4e tour. Et c'est ce 4e tour, le sang va couler. Soyons clairs, cher ami. Ah oui, carrément. Ouais. Donc, il vaut mieux se mettre à l'abri. Moi, j'irai me mettre à l'abri, mais disons que, à bien des égards, je pense que dès l'automne, c'est plus la révolution. C'est-à-dire la révolution, c'était l'avant-gardisme, léninisme et stalinisme. Moi, je sais ce qu'il faut penser pour toi. Je tire le peuple, éducation. Là, c'est plus le cas. Là, ça va être des... Oui, là-bas, c'était je tire le peuple et je tire sur le peuple. Voilà, en gros, c'est ça. Quand, la phrase de Victor Hugo est beaucoup plus simple. Le symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus parce qu'il vous tombe sur la tête. Voilà. Et donc, de ce point de vue, on est là dans un processus de cet ordre et on va avoir les effets. Ça sera à nous de l'analyser. Alors, Pierre, depuis plusieurs décennies, je donne des éléments sur la faille des élites. C'est vrai. Alors, Pierre-Yves Rougeron, vous êtes aussi, vous pensez comme Michel Maffezoli qu'il va, je veux dire, le sang va couler, mais au sens, les soulèvements sont là. Vous pensez que c'est un processus dans lequel, d'une manière ou d'une autre, on est engagé ? Le président de la République ne peut pas réfréner son propre mépris. Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus unitaire et de plus unifiant dans sa caste. Donc, il fera ce qu'il a toujours fait quand il dit... Ce qui est drôle d'ailleurs, cette phrase qui n'a pas été assez soulignée. Le second mandat sera pas du tout comme le premier, donc c'est-à-dire Emmanuel se déjugerait-il ? C'est pas tout à fait le genre de la maison. En réalité, il essaye d'endormir le chaland, mais malheureusement, ça lui brûle les lèvres. Et d'ailleurs, il a déjà commencé dès sa réinvestiture, c'est-à-dire le faux hymne, le faux drapeau. C'est-à-dire, il y avait rien de français dans tout ça, et ça annonçait la couleur, parce que il prenait les symboles unitaires qui unifient sa classe dans la post-France. Parce que déjà pour vous, il est déjà dans la post-France. L'Europe, pour les macronistes, c'est l'idée annihilatrice de la France. C'est très net, suffit de tendre l'oreille. Or, il a commencé ça, donc ça, il pourra pas le réfréner. Deuxièmement, il y a le ressac de son propre venin. C'est-à-dire que, Emmanuel Macron a mis en place tout un système qui va maintenant dérouler ses effets, faillite en série, problème de dette, etc. Et évidemment, lui, pour conserver sa classe d'âge, Michel Maffezoli en parlait très bien, et sa classe sociale, il va essayer de faire payer la France travailleuse, les excès à la fois du covidisme et les excès de l'inflation systémique qui est en cours, plus les excès de l'inflation énergétique due à la guerre en Ukraine qu'il a voulu. Donc, de toute façon, cette population-là de jeunes parents et de jeunes actifs, elle ne va pas vouloir prendre le pavé, elle va être foutue dehors pour prendre le pavé. Vous voulez dire presque contrainte et forcée, quoi. De toute façon, on peut essuyer les crachats, mais quand on s'attaque vraiment au fond de la survie des populations, il y a mécaniquement une réaction. Michel Maffezoli, on se retrouve tout de suite après ceci, à une petite pause, et on se retrouve et on continue à creuser tout cela. C'est passionnant. Et je suis certain que cela vous fait réagir au 0826 300 300, vous nous appelez. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. On prend un 26 jamais. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous sommes tous dans tous nos états, même ceux qui se sont abstenus et qui se fichent des élections et de la politique. Encore, n'oubliez jamais que si vous vous fichez de la politique, elle ne se fiche jamais de vous. À un moment donné ou à un autre. Alors, on est toujours, évidemment, et avec plaisir, avec Michel Maffezoli et avec Pierre-Yves Rougeron.
Michel Maffezoli, justement, par rapport à ce processus qui s'est mis en place, ce qui est frappant, parce que vous en parlez aussi, alors dans la description justement, et avec la distance qui vous caractérise et qui, je dirais, vous honore aussi, l'aspect psychologique de ces personnages. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a quelque part, et pas seulement chez Macron, mais chez tous, une espèce de cynisme assumé. C'est comme ça, si vous n'êtes pas content, eh ben écoutez, circulez. Ça traduit quoi, ça, Michel Maffezoli ? Ça traduit, soyons clairs, la fin d'une époque, tout simplement. Pierre-Yves Rougeron parlait tout à l'heure du mépris. Et c'est juste, c'est vrai, mépris en effet de la caste verticale vis-à-vis du peuple. Mais cela s'inverse, n'est-ce pas ? Nous avons eu des formations situationnistes chez Herberkoff. Certes. Donc, rappelez-vous que quand même, quand il y a trop de mépris, c'est ce mépris qui va être adressé au peuple, qui va être adressé par le peuple. Ce mépris qui est adressé au peuple s'inverse en son contraire. Pour moi, c'est ce qui est en jeu. Les Français parlent aux Français, dites-vous bellement tout au début de vos émissions. C'est ce que j'appelle le peuple de l'ombre. On ne souligne pas assez que, outre les 28% d'abstention, outre ce que personne ne dit, je ne l'ai jamais entendu, et moi je l'ai dit même chez vous une ou deux fois, les non-inscrits sur les listes électorales. Entre 10 et 15%. Absolument. Plus les votes blancs, plus les abstentions, etc. Et les votes nuls, pardon. Donc ça fait quand même qu'actuellement, un élu, il représente un peu moins de la moitié d'une population. C'est tout. Une fois le partage fait, que l'on sait, il est un vrai minoritaire dans le pays. C'est ça que j'appelle l'hystérie électorale. Oui, mais Michel Maffezoli... Macron est de ce point de vue, et c'est ma correction par rapport à ce que disait Rougeron il y a un instant, n'est que la caricature. La caricature, c'est-à-dire qu'on charge le trait. On charge le trait d'une caste au pouvoir. Et donc, ce qui est en jeu, il faut revenir à Vilfredo Pareto. Quand il signalait les fins d'époque, il disait « circulation des élites ». Eh bien, cette circulation des élites, elle va se faire sur les réseaux, les blogs, les forums de discussion, etc. C'est là le vrai peuple, excusez-moi. C'est ça qui fait que, à un moment donné, la veille du 4... parle pas du 4 août, la veille du 14 juillet, on se demandait ce qui se passait en France. Et puis tout d'un coup, il y a la prise de la Bastille. Et c'est fréquent qu'il y ait des processus de cet ordre quand il y a de la saturation. Excusez-moi. Non, pas du tout. Quand vous dites ça, Michel Maffezoli, c'est-à-dire que le peuple de l'ombre, quelque part, apparaît en pleine lumière. C'est la circulation aussi. Mais que répondez-vous à ceux qui disent oui, d'accord, caricature ou pas? Il dit d'accord, ok, je suis élu par la moitié de la population. Il n'empêche que je suis élu. C'est comme ça que la démocratie marche. Et vous n'allez pas quand même me faire un procès en illégitimité, puisque il y a quand même des millions de gens qui ont voté pour moi et je suis arrivé avant les autres. Donc, que peut-on répondre là? Moi, c'est pas mon métier. Vous avez bien compris, je suis pas un juge. Je suis ni un curé ni un policier. J'ai toujours dit que ma position intellectuelle, c'était ni judicative ni normative. Je rigole un tout petit peu, c'est tout. En la matière, tout simplement, j'ai pas à répondre. Je rends attentif à un constat, c'est-à-dire que je l'ai dit, ça a été ma première expression. Excusez-moi, je vous la redis. C'est la fin d'une époque, c'est la fin de l'idéal démocratique. Platon rappelle dans la République une chose fort simple. C'est celui qui sait gérer sa maison qui peut gérer la maison commune. C'est ça, le politique. Pas la politique, le politique. Voilà. Et donc, de fait, on assiste à la fin de la politique politicienne. Et ce peuple de l'ombre, si on reprend cette expression qui vaut ce qu'elle vaut, va mettre l'accent sur le fait qu'on a envie d'avoir des gens qui savent gérer la maison, la vie quotidienne. C'est mon dada, la vie quotidienne, depuis de longues années, voilà. Et bien d'autres avant moi. Voilà, donc, de ce point de vue, il y a une telle déconnexion et que cela va engendrer, à mon sens, une circulation assez rapide de ces élites. Alors, on va la suivre, cette circulation, mais quand même, Pierre-Yves Rougeron, pensez-vous aussi que est-ce que les gens attendent de quelqu'un qui gère la vie quotidienne ou n'y a-t-il pas autre chose qui doit arriver? Ce qui est arrivé, alors vous allez me dire que c'est sur d'autres époques, mais enfin, je dirais un dessin avec Yann bien sûr, un projet collectif, un souffle, je parle même pas du panache. Est-ce qu'il ne faut pas aussi autre chose? On a l'impression que les deux ne s'opposent pas, peuvent pas s'opposer. En réalité, je pense qu'on vit une grande erreur, une grande illusion d'optique,
qui est l'illusion de la représentativité, c'est-à-dire qu'on essaye de tout régler par la gouvernance représentative et inclusive, pour parler comme le système, c'est-à-dire il n'y a pas assez de femmes, je vais mettre des femmes, il n'y a pas assez de noirs, je vais mettre des noirs, il n'y a pas assez de prolos, je vais prendre un ou deux prolos, je vais bien en trouver, et ils me devront tout, et la logique du macronisme c'est ça, vous n'oubliez jamais la main qui vous nourrit. Or, et tout l'Occident, et vous en parliez tout à l'heure dans le cas canadien, tout l'Occident est là-dedans. Or, les populations, elles attendent deux choses. Elles attendent une effectivité de la décision publique. C'est l'aspect de la quotidienneté. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans nos vies, ça change. On sait ce que vous nous coûtez. Ça, vous nous le, en espace mental, financièrement, on sait ce que vous nous coûtez. Mais l'effectivité de la décision publique, on ne la voit pas. Comme disait Philippe Séguin, ce sont des détaillants qui ont comme grossistes l'Europe, tous. Bon, point. Et point 2, ce que une partie des populations, je pense, attend, c'est qu'on les réinstalle dans un récit. Aujourd'hui, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que la France peut, et ça, c'est à tous les étages, la France peut se donner le privilège de nier des parties entières de sa population, des parties entières même de son intelligentsia, des parties entières de gens qui créent de la richesse. Là, je vous donne l'exemple type. Là, Macron va être élu par une majorité inactive et qui va donner des leçons à la majorité des braves gens qui, eux, bossent dans leur quotidien et qui assument le principe de réalité du pays. Et on trouve normal ce système-là. Donc, moi, si vous voulez, je pense que s'il y a une telle ambiance d'affrontement latent, générationnel, délétère, d'affrontement générationnel et d'affrontement social, c'est parce que on fait ces deux erreurs-là. On nie l'effectivité de la décision publique, c'est-à-dire quand on est face à un problème, ben on en parle. On est dans un grand sketch de Raymond DeVos. C'est-à-dire Macron parle de tout. D'ailleurs, macroner devient pour certains un verbe, c'est-à-dire parler sans agir. En Ukraine, c'est né, oui, donc, macroner, le verbe macroner. Oui. C'est-à-dire ce sont des gens qui pensent qu'on habite la réalité uniquement par le discours. C'est très mignon en période de paix. On va voir combien ça vaut par temps de tempête. Et dernier point, le fait de pouvoir nier même mentalement, c'est-à-dire que Macron, vous le disiez très bien à un moment, il assume ce que tous les autres faisaient sans l'assumer, c'est-à-dire de dire à plus des 2/3 du corps électoral ce que vous vivez n'existe pas et je m'en fiche. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que les autres l'acclament, parce qu'il y a enfin quelqu'un qui les humilie. Ça va mal finir. Alors on verra si c'est du masochisme ou si c'est de la lucidité. On la reparle tout de suite après ceci avec Michel Maffezoli, avec Pierre-Yves Rougeron et avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et d'ici 2 minutes, vous commencez à prendre la parole au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Thomas qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Thomas. Bonjour. On vous écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Monsieur Maffezoli. Je ne sais pas s'il est encore à l'antenne. Il est là, il est avec nous, Michel Maffezoli et Pierre-Yves Rougeron aussi. Voilà. Merci de me donner la parole. Je vous en prie. Du coup, oui, donc c'est par rapport aux résultats de la présidentielle. Comme beaucoup de gens, je suis pas surpris par ces résultats, une fois de plus, comme en 2017, puisque toutes les conditions pour qu'une démocratie fonctionne correctement ne sont pas réunies. À savoir qu'on a déjà une désinformation auprès de la population, et c'est vrai que c'est ce que disait Condorcet. La démocratie, oui, mais à la condition qu'on ait un peuple instruit et éclairé. Et or, moi, je le vois bien, effectivement, là où je vis, et même dans ma famille proche, des gens qui ont voté, par exemple, Emmanuel Macron, sans savoir pour qui ils votaient. Si j'ai posé la question, par exemple, à mon propre père, oui. Il m'a dit, Emmanuel Macron, j'ai dit, ça te dérange pas pendant 5 ans encore de revoir la même chose, et il m'a dit,
Non, mais il a changé, il a l'intention de mener son quinquennat autrement, et donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il fait quand il vote, et on le voit bien encore hier quand Emmanuel Macron a eu ses résultats, il a descendu le Champ de Mars avec Brigitte habillée en Louis Vuitton, avec sur fond d'hymne européen. C'est clairement, on voit bien qu'il n'est pas dans l'intention de changer quoi que ce soit. C'est la même politique qui va continuer encore pendant 5 ans. Et ça pose un problème au niveau de la démocratie, puisque au niveau, c'est vrai qu'au niveau du citoyen, on n'est pas préparé non plus à ça. Quand on est enfant, on est censé devenir les adultes de demain. Et moi, je me souviens que à l'école, par exemple, à l'école, on nous formait pas à tout ça, à la politique, on nous apprenait pas à la politique, les professeurs n'avaient pas le droit d'en parler. À la maison, on n'avait pas le droit de parler de politique parce que c'était un sujet tabou, et ça, c'était sujet à des engueulades. Et donc finalement, c'est vraiment qu'en sortant du cursus scolaire, si on fait pas cet effort de se cultiver, de s'instruire soi-même, on n'a pas les armes intellectuelles pour se défendre, et c'est malheureux, quoi. Alors justement, merci de ce témoignage. Michel Maffezoli, le professeur que vous êtes, alors évidemment vous n'êtes pas professeur des classes primaires ni du collège, mais quand même, est-ce que la démocratie, enfin l'idéal démocratique, même s'il est en phase terminale et en soins palliatifs, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un effort du côté de l'éducation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus? Michel Maffezoli. Éducation, je crois que l'éducation est foutue actuellement. Hein. La pédagogie a fait son temps. Il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Quand il s'agit de transmettre, c'est l'initiation. Hein. L'éducation tire, l'initiation fait ressortir le trésor qui est là. Ce qui est le propre de ces classes au pouvoir encore, c'est qu'ils restent dans une fonction d'éducation. Hein. Le peuple est un peu débile, je vais le tirer. Alors que moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir une procédure initiatique, c'est-à-dire faire sortir la sagesse populaire, qui va remplacer cet idéal démocratique, qui va mettre l'accent sur ce qu'est le vrai politique, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, la gestion de la cité, hein, le plus proche. On n'a pas de mot en français, c'est l'école de Palo Alto qui nous parle de la proxémie. Ouais. Hein, la proxémie, c'est dans le fond quelque chose qui fait que c'est la commune, c'est la cité, c'est la région, etc. Voilà. Donc, moi, en écoutant votre interlocuteur, oui, je disais que, alors bien sûr, gardons ce mot éducation si vous le désirez, mais en tout cas, il faut donner des éléments de pensée. Voilà. Ces éléments de pensée, ils ne sont pas donnés dans ce qui est encore le projet. Hein, un de mes maîtres, Julien Freund, qui était un grand, l'essence du politique, montrait que dans le fond, ce qui avait caractérisé la politique, c'était le projet. Tout le monde parle des projets actuellement, Macron en a parlé, etc. Mais le politique, c'est avoir une vision. C'est-à-dire avoir un mythe. Raconter une histoire autour duquel on se structure. Un récit, dans le fond, le président actuel, caricature, j'ai dit tout à l'heure, d'une caste en finitude, qui va finir, eh bien, reste encore sur le projet, mon projet, projectum. Je jette un but en avant, et par tactique et stratégie, j'ajuste mes moyens à ce but. Ça, c'est le politique, c'est la politique. Alors que le politique, c'est avoir cette vision. Et donc, votre interlocuteur rappelait une chose très simple. Oui, il faut en effet donner une vision. Actuellement, la classe politique ne sait pas donner des visions gauche et droite confondues. Et Macron n'a pas de vision, pour vous? Non, pas du tout. Regardez le mot, soyons clairs, cher ami, le mot qu'il emploie constamment, mon projet. Oui. Et ce mot projet est un mot désuet. Le problème, c'est que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne caricature. Macron est le représentant d'une arrière-garde. L'arrière-garde, là encore une fois, faisons de la polémologie. Quand une armée sait qu'elle a perdu, elle tue. Le sang coule. Et donc, en la matière, il est le prototype de cette arrière-garde, c'est-à-dire celui du projet, celui qui sait à la place des autres ce qui est bon pour les autres, etc. Et ça ne va plus marcher, ça ne marche plus. Le camp du bien. Voilà, c'est le camp du bien, c'est le moralisme, la moraline, dirait. etc., etc. Mais on a des camps, et c'est ce qui domine. Excusez-moi de vous dire encore une méchanceté, cher ami. Mais allez-y, je vous en prie. J'estime beaucoup sur radio, bien sûr. Mais souvenez-vous de Hegel, il disait, 19e, la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne. Bon, quelques décennies plus tard, Nietzsche disait vomitus matutinus. 1882. Encore un siècle de journalisme et les mots
mot puron. Voilà, absolument. J'allais le citer. Enfin, dans les commentaires que j'entends depuis ce matin, c'est des mots qui puent, ils comprennent rien. Oui, ça y est. Ça serait bien que les mots sentent déjà, ça c'est vrai. Pierre-Yves Rougeron, pour avancer justement dans cette discussion avec vous deux et les auditeurs, prenons peut-être un nouvel auditeur. Oui, absolument. Nous sommes avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour André, bonjour Michel, bonjour Pierre-Yves. Très heureux d'être là. Alors il y a quelques semaines, on discutait déjà sur votre antenne, André, suite à ma réflexion élection piège à con. Au final, ce que j'avais prédit est arrivé. J'en suis pas très fier et très heureux. Hein. Ouais, je comprends. Mais bon, c'est comme ça. J'avais fait l'analyse du système politique depuis longtemps et on se retrouve toujours dans le même schéma. Enfin voilà, moi je dis qu'il faut se réjouir de ce qui vient de se passer, du résultat de l'élection. Et je voudrais avoir l'avis de Michel, avec qui d'ailleurs j'ai échangé sur un autre réseau. Il m'a envoyé quelques bouquins à lire et je le remercie parce que je me régale sur son livre L'ère des soulèvements. C'est génial. Et en fait, moi, je suis content que ce soit Macron parce qu'au final, c'est lui qui nous emmène à la guerre, c'est lui qui nous amène au chaos économique. Pierre, vous pouvez pas vous réjouir du chaos et de la guerre quand même. Ça vous. Ah non, mais vous allez comprendre pourquoi je me réjouis du résultat. Oui, non, j'ai compris, mais allez-y, dites rapidement. Je me réjouis de ce résultat. Parce que déjà les Français ont besoin que le frigo soit vide et que ce soit difficile pour se réveiller. Et surtout, je me réjouis de ce résultat parce que avec ce résultat, on n'aura pas une révolution ou un chaos qui sera civilisationnel ou de race, mais on aura un chaos qui sera mené par la chute du système, un chaos systémique. Et c'est bien parce que ça sera certainement moins violent, même si Michel dit qu'il y aura du sang. Et je l'ai toujours dit à mon épouse, la révolution, ça s'est toujours fait dans la guerre, dans le sang, malheureusement. C'est votre côté maoïste, la révolution n'est pas un dîner de gala, c'est ça? C'est ça. Moi, je ne veux pas la révolution, j'ai des gamins, mais je crois qu'on va vers des choses qui vont être difficiles, notamment la misère, et puis la guerre. Et je crois que c'est la fin du système, comme le dit Michel. Mais voilà, je voudrais avoir l'avis de Michel Mattesoli sur le fait de me réjouir du chaos, mais surtout qu'il soit pas civilisationnel ou systémique. Vous allez l'avoir tout de suite, mais auparavant, je voudrais juste demander ça à Pierre-Yves Rougeron. Est-ce qu'il est lui aussi vers style, il se réjouit de l'élection de Macron comme Pierre, parce que ça nous amène vers le chaos et la guerre, enfin avec toutes les réserves d'usage. Mais il y a une part de justice des choses. Parce que Emmanuel Macron va pouvoir goûter sa propre médecine. Parce que quand il dit mon mandat ne sera pas comme le dernier, c'est sûr que son mandat-là va devoir éponger les conséquences du précédent. Que d'ailleurs, il ne fera qu'amplifier parce que c'est la nature de ce qu'il est. Et là, je rejoins énormément la pensée de Michel Maffesoli. C'est-à-dire que il est à la fois la quintessence et la dernière cartouche d'un système déjà mort. C'est-à-dire que fondamentalement, Emmanuel Macron est une grande parodie. Mais il va nous emmener au bout d'un système parce qu'il n'est pas capable de faire autre chose, parce que ses équipes ne sont pas capables de faire autre chose, et d'un côté, qu'il paye pour le système qui l'a enfanté, dont il est le dernier enfant chéri, il y a une part de justice des choses. Après, de toute manière, il faut être très clair, et ça c'est à l'échelle de l'ensemble du monde occidental. Ça va être très dur à encaisser de toute façon, et je pense que 1 ou 2 pays occidentaux à peine s'y préparent. Le réveil va être très dur, et d'un côté, ils n'auront pas le privilège de nous le mettre sur le dos après. Michel Maffesoli, justement, la question de Pierre. Alors on y va, adieu que la guerre est jolie, on y va, et Macron nous amène dans sa traversée, je ne dirais pas le Titanic, mais enfin quand même, Titanic cherche iceberg, c'est un peu ça? Écoutez, cher ami, moi j'ai toujours dit à l'encontre du catastrophisme et de la collapsologie ambiante que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Ouais.
vrai. On voit à chaque 3 ou 4 siècles s'achever une époque. Vous savez mon idée. Époque, ça veut dire parenthèse. Une parenthèse est en train de se fermer. Entre des parenthèses, il y a des périodes crépusculaires. C'est ce que nous vivons. Qu'est-ce que c'est qu'une période crépusculaire? C'est que on pressent les valeurs qui sont en train de s'achever et on balbutie sur ce qui est en train de naître. Et donc, dans le fond, la caste actuellement au pouvoir, j'ai dit mène le combat d'arrière-garde qui risque d'être sanglant, mais en même temps, c'est la fin. C'est tout. J'ai commencé par cela. Fin de l'idéal démocratique. Je ne donne pas mes convictions. Je vous dis le constat que vous faites, absolument. Voilà. Alors, sur le mot qui a été employé tout à l'heure, revenons encore à la vieille tradition. Ordo ab chaos. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir du chaos et que c'est ce chaos qui entraîne et qui engendre un ordre. Moi, j'ai été formé, entre autres, par Élisée Reclus, théoricien, géographe de surcroît, théoricien de l'anarchie. Il avait une belle définition. Il disait « L'anarchie, c'est l'ordre sans l'État ». Et pour moi, c'est ce qui est en gestation actuellement. Vous voyez, c'est-à-dire non plus la verticalité dont la caste au pouvoir, et Macron en est le prototype, représente encore une fois cet état jacobin, colbertiste, etc., la verticalité que l'on sait. Et en même temps, il y a, j'aime bien ce mot, cet ordonnancement du monde qui est en gestation, au plus proche. Je rappelle que c'est ça, véritablement ce qui est en jeu dans l'ordre de la cité, dans l'ordonnancement de la cité. Voilà, donc oui, il y aura du chaos, mais comme cela arrive régulièrement, quand je dis un peu hautement le sang va couler, soyons clairs, je ne l'espère pas, mais en tout cas, manifestement, il y aura du désordre, il y aura du chaos, mais que c'est chaque fois qu'il y a cela qu'un ordre nouveau est en gestation. Moi, je pense à cet ordonnancement qui est en gestation, et on a des indices. Faut pas s'affoler. Quels indices, juste Michel, un ou deux indices, vous dites, on a des indices. Tout simplement, vous voyez, au-delà d'une écologie intolérante, une sensibilité écosophique. Quand je dis, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle l'écosophie, pour rendre attentif justement à une sensibilité qui n'a pas la verticalité de l'écologie politique, avec les exagérations et le paroxysme que l'on sait ici ou là, mais une écosophie, voilà, c'est-à-dire prendre au sérieux, prendre soin de la maison commune, premièrement. Deuxièmement, j'ai employé ce mot qui n'est pas un mot français, proxémie, c'est-à-dire de fait, regardez des mots simples que l'on entend autour de nous pour ceux qui savent entendre. Solidarité, générosité, entraide, échange. Moi, c'est ce que j'entends dans mon village. C'est ce que l'on voit Internet aidant sur les réseaux sociaux. Alors voilà ce qui est au plus proche. Voilà encore une fois le politique. Oui, alors quand Macron, Michel parle de bienveillance, il faut l'écouter aussi. Peut-être qu'il emploie ce mot dans son bon sens. Écoutez, votre président, je vous le laisse en ses paroles. Vous avez compris que ces paroles me paraissent être des incantations. L'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Moi, je dis, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà, donc quand il parle de la bienveillance, on sent qu'il y a de la méchanceté derrière. Il y a tout simplement le fait qu'il va imposer quelque chose par an, en quelque sorte. Donc, moi, je le décrypte comme étant tout simplement le contraire de ce qu'il dit. Voilà. Je comprends bien. Augustin. Et sur Sud Radio, vous exercez votre liberté d'expression et les contre-pouvoirs. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et donc, Michel Maffezoli, que l'on remercie, nous a quittés, mais il reviendra très très vite. Pas définitivement. Non, je ne faisais pas le requiem. Pas question. Notre cher Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Rougeron, bonjour à Monsieur l'apothicaire André Berkov qui va nous fournir nos cachets d'aspirine pendant 5 ans. Parce que mais je veux dire, je suis pas encore remboursé par la sécurité sociale, je suis fou de rage. Non, mais je suis d'accord, mais je partage tout ce que vous avez dit. Et votre précédent invité, le premier invité que vous avez sur l'énergie, a raison sur un point, les $150 du baril de pétrole, on risque d'avoir une nouvelle révolution des Gilets jaunes à la puissance 1000 parce que ces gens-là, la France périphérique,
périphériques sont les mêmes qui ont protesté contre Macron, et ce sont ceux qui n'ont ni transport en commun, ni la possibilité de renouveler leur chaudière au fioul, ni la possibilité d'avoir des voitures électriques, parce que c'est une pollution monumentale, ces voitures électriques, mais parce qu'on peut pas aussi mettre des bornes électriques à tous les coins de rue. Donc Macron, j'ai vu l'avis d'un ancien du RN qui manifestait contre le pass sanitaire, vous savez de qui je parle? Oui. Et qui expliquait, on espère ne pas avoir Macron pendant les 5 ans, qui soit viré du pouvoir par une révolution, une destitution, je ne sais pas, peut-être pas par les pouvoirs, les arcanes de la Cinquième République, mais par une poussée tellement du peuple qui en a marre. Il y aura des problèmes avec la crise actuelle ukrainienne. Il va y avoir que des problèmes on va se les prendre le retour de boomerang. Mais ce qui va se passer, c'est que où le peuple se révolte de manière extrêmement sévère contre Macron et pousse l'armée. On peut rêver, hein, je dis bien, on peut rêver, mais on pousse certaines personnes de l'armée à prendre des décisions pour sauver ce pays, parce que moi je dis toujours à des gens, je leur dis, vous savez l'histoire du verre d'eau et du cachet d'aspirine. Le verre d'eau, c'est Macron et l'Europe, et le cachet d'aspirine, c'est la France. Vous savez ce que ça donne, un cachet d'aspirine dans l'eau, ça se dissout. C'est ce que veut Macron, il veut annihiler la France. Et ce qu'il a raison de dire monsieur Rougeron, c'est tout à fait ce point de vue. Donc moi, j'ai une migraine monumentale, et j'en reprends encore pour 5 ans. J'espère peut-être pas 5 ans, j'aimerais bien qu'on dégage au bout d'1 an et demi Macron, si on peut y arriver. Bon, écoutez, je ne sais pas si le coup d'État serait une bonne chose. Ça me paraît pas peut-être la meilleure des solutions. En tout cas, on verra ça. Ce n'est pas nous qui allons décider, et on verra ce qui se passe. Mais alors, Pierre-Yves Rougeron, justement, il y a des gens, effectivement, comme notre auditeur qui effectivement, qui dit voilà, j'en peux plus, d'autres qui attendent. Enfin, comment ça peut se développer tout cela? Et beaucoup, vous avez vu hier soir encore, disaient oui, très bien, mais attendez, tout va se décider les 12 et 19 juin pour les législatives. Non, ça, tout le monde s'est lancé dans la campagne des législatives. Voilà la manière dont, à titre modeste, je la vois. Soit il y a des alliances et qui permettent de faire, disons, un gentleman agreement sur tout sauf Macron, c'est-à-dire d'éliminer ces hommes circo par circo, pour une raison qui est assez simple. Nous avons une division du corps électoral en 3 dans les très grandes lignes, nationaux, sociaux et, disons, et oligarques. Pour faire un peu caricatural, mais... Pour faire dans les très grandes lignes, à grands traits, eh bien, le souci, ça va être d'éliminer circo à circo. Or, il faut bien comprendre que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, lui a lancé sa campagne législative pour s'excuser d'avoir appuyé Macron, car c'est lui qui a fait basculer, en le décomplexant, le Midi Rouge, qui a fait en partie élire Macron. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon connaît très bien la Ve République, donc je pense qu'il est insincère vis-à-vis de son électorat, et je le regrette de la part d'un homme de cette qualité. Il sait très bien que on n'est pas élu Premier ministre. Alors il est vrai que le Premier ministre doit être responsable devant un groupe parlementaire, il n'aura pas le groupe parlementaire majoritaire. Il est perdu en disant, mais le Premier ministre dirige et conduit la politique du gouvernement. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que pour ça, avoir appelé à voter pour le président en exercice, c'est pas la meilleure solution. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, et ça c'est normal parce que toute cette campagne, il a en fait rejoué le gauchiste qu'il était il y a 25 ans, 30 ans, il nous refait une Jospin, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est face à la dissolution Villepin. Le problème, c'est que pour jouer la gauche plurielle, il faut que la gauche existe encore. Or, la gauche aujourd'hui, c'est Mélenchon tout seul, et les poussières d'empire, les Olivier Faure, les Anne Hidalgo et les Yannick Jadot sont des macronistes. Ils régneront pas avec lui. Et d'ailleurs, Monsieur Jadot va enfin trouver son CDD, vu qu'a priori, il négocie sa place en ce moment. Donc, Jean-Luc Mélenchon fait une terrible erreur, ce qui est dommage pour un homme de cette qualité. Il se gourre juste d'une petite vingtaine d'années. Mais alors, quid des législatives? Alors, quid des législatives? Non, c'est pas joué parce que ça va être une multiplication de triangulaires. La seule chose, c'est que si la France insoumise joue au même jeu, c'est-à-dire de se désister toujours pour les macroniens, c'est eux qui leur donneront le groupe majoritaire. Ensuite, il y a la possibilité pour le camp national de s'annihiler tout seul, c'est-à-dire de ne pas jouer les unions territoriales, ce que, par exemple, des gens comme Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot ont mis sur la table il y a déjà près de 2 ans, et de ne pas faire ça, de jouer à,
à la course dans les coursives, c'est-à-dire malheureusement certains cadres du Rassemblement national a priori sont portés sur la chose, c'est-à-dire peu importe le résultat des législatives du moment qu'on écrase Reconquête. Ah ouais, et c'est d'ailleurs pour pallier ça que Zemmour a appelé à s'unir avec les déçus des Républicains. Mais Bardella a refusé jusqu'à présent. Tout à fait normal, parce que le Front va, à mon avis, s'engager dans la chasse à Reconquête, et malheureusement ça fera encore une élection pour rien si ça continue comme ça. En Corrèze, tout de suite avec Charles qui nous appelle. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour André, bonjour à tous ceux qui restent. J'apprécie beaucoup vos invités, et André, continuez s'il vous plaît, parce que si vous nous quittez, il n'y a plus personne. Merci. Je serai là, Charles. Ouais. Merci. Je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit en gros. Juste, je voudrais apporter une petite précision. Quand on dit il va y avoir, ça va mal se passer, il va y avoir du sang sur le tapis. Enfin, moi, j'y crois pas du tout à ça. Je crois peut-être qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Il y aura un peu de violence qu'on mettra sur le dos, que ce soit eux ou pas des extrémistes de gauche ou de droite, peu importe. On va les calmer à coups de balles, de gaz, et puis ça va rester comme ça. On ne fait pas une révolution le ventre plein, c'est bien connu. C'est bien connu. Et les Français ont le ventre plein, qu'on le veuille ou non. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est des manifestations immenses, sans violence, comme dans les années quand on manifestait qu'il y avait 1 million de personnes dans les rues de Paris, 1,5 million. Là, vous vous rappelez, Savary, tout ça. Bon, là, l'école libre, ça a de l'effet. Ça a de l'effet. Là, le gouvernement, il s'abaisse et puis il donne tout ce qu'on veut. Et sinon, on obtient tout, soit par la violence, soit par le nombre. Voilà, le nombre pacifique ou l'ultra-violence, mais ça se voit plus. À l'époque, il y avait les dockers à Marseille, on leur donnait tout. Les dockers, ils descendaient, ils cassaient tout. Les flics, ils partaient en slip, ils donnaient tout. Les routiers, c'est pareil. Si les routiers se mettent au milieu, ils leur donnent tout aux routiers. Mais vous savez pourquoi? Parce que, attention, les routiers, ils peuvent bloquer un pays. Les syndicats, ils peuvent bloquer les transports, etc., comme les autres. Là, même des manifestations monstres, évidemment. Je sais, vous parlez, par exemple, de la manif pour tous ou de l'école libre, certes. Mais est-ce que ça, c'est encore possible? On va poser la question à Pierre-Yves Rougeron. Ça serait encore possible, attendez, ça serait encore possible si on aurait des vrais syndicats. Moi, les syndicats, je suis ni trop avec eux, ni trop contre eux. C'est les syndicats, il en faut. Mais ils sont trop peu nombreux. Vous les avez entendus avec ces histoires de vaccins, les syndicats, franchement? Non, mais est-ce que vous les avez entendus? On est restés cloîtrés à la maison pendant un mois. Vous les avez entendus, les syndicats? Où ils étaient? C'est clair. Mais justement, c'est toute la question qui posait Pierre-Yves Rougeron, justement. Quelles sont les forces en présence par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut faire levier? Qu'est-ce qui peut peser? Alors, le problème, c'est qu'on a dévitalisé toutes les structures intermédiaires. Syndicats à haute, tout ce qui est le monde associatif aujourd'hui est tellement dépendant de l'argent public pour une large part. Moi, j'ai une association d'éducation populaire sans aucune aide. Je peux vous assurer que c'est compliqué à faire, mais on le fait. Mais la plupart des associations sont tenues, et donc elles ne bougeront pas. Donc le monde intermédiaire bougera peu. Alors il y a en plus des syndicats jaunes et vendus pour certains d'entre eux, dans le monde agricole ou autre. Donc plus les fameuses structures de l'état de droit qui en fait ont frappé le peuple dans le dos, donc cour de casse, conseil d'État, appareil judiciaire d'un point de vue général. Donc le système en fait aujourd'hui vit un vrai centralisme démocratique quasiment d'essence stalinienne, c'est-à-dire que ils sont d'un seul homme. Ils sont d'un seul homme. Et malheureusement face à ça, il y a ce qu'on appelait lors de cette élection et depuis déjà quelques temps suite aux écrits de Sainte-Marie, le bloc populaire qui est fragmenté, mais qui peut tout à fait se relever dans l'action comme il l'a été au début des Gilets jaunes. Parce que quand une partie, disons justement des syndiqués ou de ce qu'on appelle, à mon avis à tort, le peuple de gauche, va se rendre compte que Mélenchon leur a menti, donc c'est dans un mois et quelques, il n'est pas interdit de penser que de nouvelles coagulations idéologiques aient lieu et qui donneront lieu à des actions principalement pacifiques, et ça, l'auditeur a raison. Les gens le sont, c'est pas... Mais attention, lors d'une déglaciation émotionnelle, pour parler comme mon vieux maître Alexandre Dorna, c'est-à-dire que quand l'ouvrier prend conscience de son propre malheur, si vous voulez, et que le peuple est en train de prendre conscience de son propre malheur, ceux qui basculent dans la violence, c'est très rarement le peuple. Ceux qui frappent le premier,
qui frappent les premiers, c'est l'ordre en place qui ne comprend pas. Or, en plus, Macron a habitué une partie de sa classe et de ses suiveurs au goût du sang, et il ira le chercher. C'est lui qui versera le sang si sang il y a. C'est pas les autres qui auront contact. Eh bien écoutez, on va suivre tout ça. C'est très merci Pierre-Yves Rougeron, merci à tous les éditeurs de Sud Radio. Et on sera là, non seulement pour les cacher, mais pour tout ce qui est caché. Et vous êtes président du Cercle Aristote, je rappelle, Pierre-Yves Rougeron, et nous avons reçu, je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours de route, Michel Maffezoli, sociologue et auteur de L'ère des soulèvements. Et tout de suite, c'est un autre sujet, mais Brigitte Lahaie.